Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Déjà pour vous souhaiter une bonne rentrée à tous ceux qui ont repris les cours, etc., les étudiants et compagnie. Pour finir cette introduction et pour remercier à tous ceux qui m'ont reconnu lors de la journée dédiée à Lucien Segui et à la technique SCV que j'ai fait dans la Nièvre chez Noël de Neuville. Merci à tous ceux qui m'ont reconnu, même si j'étais pas là pour ça. Et à remercier justement, s'ils regardent ces vidéos-là, les organisateurs de cette journée. Journée super intéressante pour se réunir entre mecs qui essayent de trouver des... entre personnes, parce qu'il y avait des femmes aussi, qui essayent de trouver des solutions pour l'avenir et qui essayent de se former, qui essayent d'élever un peu le débat sur autour de l'agronomie. Merci à tous ceux qui m'ont reconnu, qui sont venus me voir. Merci aux organisateurs de la journée. Et merci aussi à tous les intervenants qui ont fait partie de cette journée-là pour partager leurs recherches, leurs essais, leur point de vue sur l'agriculture en général, quoi. Donc dans cette vidéo, le but c'est de faire un tour de plaine pour voir comment les cultures évoluent en ce moment. Montrer une nouvelle fois mon point de vue sur mon système et de pourquoi, à mon sens, il faut coûte que coûte, si on hésite à garder l'élevage sur la ferme, que c'est vraiment quelque chose qui, peu importe le système agricole, qui permet quand même de... en fait, il n'y a pas de déchets quand on a de l'élevage sur la ferme. Vous le voyez là, ça c'est la parcelle où on avait fait l'essai de semi-direct. Enfin, quand j'avais filmé le semi-direct avec le cultipacaire, au final, pour être honnête, ça a totalement foiré. Mais bon, c'est une parcelle de 2 hectares, il y avait pas mal de graminées qui avaient repoussé, et donc on peut se permettre, quand on a une fenêtre de beau, de refaire du foin. Donc au final, même quand c'est loupé, il y a toujours moyen de rattraper le coche en faisant une coupe de nettoyage, parce que cette vidéo là elle est faite pour répondre à pas mal de commentaires que j'avais reçus suite à ma vidéo où j'avais montré l'évolution du maïs, et ensuite à la vidéo battage blé-févrole où je montre que mon blé-févrole a complètement foiré. Il y en a pas mal qui ont confondu ma remise en question avec de la faiblesse, et je vais vous montrer dans les prochaines vidéos. En fait, j'avais fait cet effort là de remise en question. Maintenant ils ont voulu enfoncer le clou encore plus pour encore plus me pourrir. Je vais pas prendre le contre-pied parce que c'est pour devenir insultant. Mais par contre, il y avait certaines vidéos que je me retenais de faire et certains sujets que je voulais éviter de traiter pour ne pas encore vexer certains de parler de certaines pratiques. Ces vidéos-là, je vais les faire. Et ensuite, cette vidéo-là, elle est faite pour répondre, pour expliquer pourquoi je fais ces choses-là. Et donc déjà, voilà pourquoi il y a toujours de l'élevage sur la ferme, c'est que même quand on loupe et qu'on a des graminées, plutôt que d'être en pure céréale, d'augmenter les doses de désherbage quand on a une année comme 2024 où de toute façon on peut faire tous les désherbages chimiques qu'on veut, il pleut, donc on a une alternance entre flotte et soleil. Et donc on peut faire ce qu'on veut en termes de désherbage. Si la culture foire et qu'elle prend pas le dessus, c'est mort, vous pouvez mettre tous les désherbages que vous voulez chimiques. Donc vaut mieux laisser pousser et soit broyer s'il n'y a rien à récolter, si vraiment le champ, il n'y a rien d'intéressant à récolter, vaut mieux broyer et derrière attendre l'automne pour refaire un glypho et semer en direct dedans. Parce que de toute façon, que ce soit des plantes désirées ou non, elles auront un système racinaire qui est bénéfique au sol, parce que le sol ne fait pas germer ça pour rien. Il fait germer ça parce qu'il en a besoin et qu'il faut prendre la place et occuper le sol en permanence. Donc on le voit là, le sol il est couvert, il est couvert, que ce soit de paille, on voit avec la flotte qu'on a pris, c'est pas un vers de terre ça, si, on voit qu'il y a des vers de terre partout. On voit que le sol est actif, on voit que dans les chaumes elles sont toujours vertes, donc on voit que le sol est poussant. Alors que ce qu'on voit chez certains, enfin comme moi, mes voisins autour, même partout en France, tout le monde après la moisson est direct reparti charrue, on passe les terrains à la moulinette, et sauf que là on vient de prendre 110 mm en une semaine et demie, dont 2 orages de... Le premier orage, on a pris 35 et le deuxième orage, on a pris 20 dans la soirée et 30 le lendemain, donc ça fait 50. Et entre les 2 orages, et même après le deuxième, il a mouillé, donc on a pris 110 mm, il y en a qui ont pris 110 mm sur leur semis. Moi aussi, j'ai semé 15 hectares de dérobés en trèfle incarnat, trèfle blanc et du reste de seigle forestier que j'avais en stock, que j'avais pas pu semer l'année dernière dû à la météo capricieuse encore une fois. Donc j'ai semé 15 hectares. Moi, mon semis est en train de lever. Étonnamment, on n'a pas de... J'ai bien joué mon coup, j'ai bien semé la semaine d'avant qui faisait beau, la semaine d'avant des pluies là que je viens de parler. J'ai semé il y a 2 semaines et demie. Donc il a fait beau pendant une semaine, donc ça a eu le temps de réchauffer, germer, tout ça. Et maintenant qu'il y a la flotte, dans la globalité des parcelles que j'ai semées, ça a germé suffisamment. Et maintenant, le trèfle est suffisamment démarré pour que les limaces se mettent pas trop dedans. Enfin, pour l'instant, j'ai pas vu d'attaque si forte en limaces. Il y en a forcément, dû aux conditions. Mais c'est moins le cas qu'au printemps dans les maïs. Donc voilà.
Donc du coup, vu qu'il y en a pas mal qui l'ont demandé et qui voulaient voir la fois où j'avais parlé du labour et le comparatif, donc la parcelle où j'ai fait du foin, elle est juste au-dessus. Ensuite, on a ma parcelle de sarrasin où le tournesol avait loupé. Donc, il y a quelques pieds de tournesol, mais enfin, c'est zéro comparé au sarrasin qui est au milieu. Et on a 2 parcelles de maïs au-dessus, et on a encore la parcelle d'orge qui a été semée en sarrasin, donc on vous fera des vidéos drone de tout ça. On m'avait demandé de revenir sur la parcelle, donc c'est ce que je fais. Encore une fois, le but n'est pas d'incriminer la propriétaire de la parcelle. Ça me permet d'introduire un sujet, parce que je me suis promis sur cette chaîne-là de parler des vrais sujets, et de pas faire ce que moi j'appelle la masturbation intellectuelle, de quel outil il faut passer, t'as vu mon tracteur, ma moissonneuse et tout ça. Je trouve que c'est des sujets superflus qui sont traités par d'autres chaînes que la mienne et bien mieux que moi. Et moi, je me suis promis de parler des vrais sujets. Et cette parcelle-là, c'est un vrai sujet parce que le but, encore une fois, c'est pas de parler du propriétaire, mais c'est de parler de l'action en elle-même. Dernièrement, sur la chaîne, on m'avait dit, enfin, sous cette vidéo-là, pardon, on m'avait dit ouais, ça se voit que cette parcelle-là, tu voulais l'obtenir en fermage et qu'elle a été cédée à quelqu'un d'autre. Et ça se voit que tu as du ressentiment. Alors oui, vous avez entièrement raison. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cette parcelle-là, historiquement, elle était à mon grand-père. Et on a une personne qui est venue l'acheter, donc de base ça devait se régler entre les 2 fermes ici, donc cette parcelle là elle n'est pas au propriétaire au dessus, elle devait se régler entre nous et l'autre voisin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois on a un mec qui a mis un billet de plus sur la table de quelqu'un qui habite à 5 km qui veut tout bouffer. Et en fait pourquoi j'en parle, parce qu'en fait c'est un vrai sujet dans le milieu agricole, se tirer dans les pattes en permanence, et en fait c'est pénible. Et de plus, cette parcelle-là a été achetée pas pour faire des récoltes, elle a été achetée, elle a été reprise en fermage parce que le propriétaire n'est pas celui qui l'exploite, je sais pas si tout le monde me suit. En gros, cette parcelle-là a été reprise en fermage au vu de l'âge de mon père et de l'âge de mon voisin. En gros, mon voisin va s'en aller sous peu à la retraite. Mon père, grosso modo, il y en a pour moins de 10 ans à partir à la retraite. Et dans le milieu agricole, c'est un vrai sujet, les mecs qui font exprès de reprendre des terres à 5 km, pas pour faire des récoltes parce qu'ils bouffent de l'argent tous les ans, parce que là c'est le cas, hein. Là on vient de prendre 110 mm, donc avec un labour à 35 et une pauvre graminée qui a été semée comme ça, et dû aux orages qui a été tout plaqué par terre. Et on est à quelle date, excusez-moi? On est le 28 septembre, donc dans un champ qui noie. Il faut m'expliquer comment, après le 28 septembre, on va avoir la fenêtre de Beau pour faucher dans de bonnes conditions. Il peut essayer de faucher s'il veut. Il faut m'expliquer pourquoi on laboure à 35 pour semer une graminée qui pousse tout seul dans mes champs, parce que là on le voit, c'est exactement, donc là c'est des graminées qui ont été semées, c'est exactement les graminées qui poussent toutes seules dans mes champs juste au-dessus. Donc il faut m'expliquer l'intérêt de labourer à 35 comme ça, de faire venir les tracteurs, à part juste pour faire une culture et la déclarer à la PAC, parce que c'est juste pour ça, pour ensuite avoir une parcelle qui touche juste au voisin, au cas où il y en a un qui part à la retraite pour lui rafler toutes les terres. Et là on touche un vrai sujet, parce que quand on fait ça et qu'on veut tout rafler, on empêche un jeune qui veut reprendre une ferme de s'installer, parce que si le mec il met le billet de plus, le propriétaire ou l'exploitant qui s'en va, il cède les terres à celui qui donne le billet de plus, parce que il est pas con, il faut lui payer sa retraite. Et de deux, on empêche un jeune de s'installer et de reprendre une ferme qui est viable. Donc ça c'est un vrai sujet dans le milieu agricole, c'est pour ça que j'avais montré cette parcelle initialement. Et plutôt que de comprendre ce que j'avais dit sur la taille des matériels extravagantes dans les fermes, etc., le matériel fait que grossir, il m'avait dit oui mais c'est adapté à son contexte. Ça se trouve, tu sais pas, son matériel, il est adapté par rapport à la taille de son exploitation, tes mauvaises langues, etc. C'est vrai que c'est pas moi l'intéressé qui vit sur place et qui sait comment ça se passe. Donc si je m'exprime sur un sujet, c'est que j'ai un peu plus de tenants et d'aboutissants que ceux qui regardent la vidéo. Donc avant de commenter, certaines fois, il faudrait peut-être se poser la question si avant de dire certains trucs, j'y ai pas réfléchi et j'ai pas tout le contexte. Donc le contexte actuel, c'est que cette parcelle-là avait été vendue par mon grand-père à un voisin à l'époque où il avait une ferme et il avait besoin d'hectares. Ce propriétaire-là l'avait mis en fermage à un autre, et quand l'autre est parti en retraite, il l'a mis en fermage, mais à celui qui a au plus offrant, quoi. Donc celui qui a pu mettre le billet de plus, il a récupéré les terres. Encore une fois, ça montre bien que la SAFER est pas du tout faite pour nous aider, parce que dans la majorité des départements de France, dès qu'il y en a un qui met le billet de plus ou qui est copain avec le gars de la SAFER et compagnie, c'est toujours celui-là qui obtient les terres. Donc oui, encore une fois, je vais me faire critiquer. C'est l'un des trucs qui fait que le monde agricole est en crise, c'est que déjà on essaye de prendre les terres du voisin pour essayer de se bouffer les uns entre les autres plutôt que de céder, et on joue les hypocrites toute l'année en ayant du matériel en CUMA et en mettant des budgets en commun, alors que il y en a toujours un ou deux dans la CUMA qui ont plus d'hectares que le voisin et qui cherchent à toujours bouffer le plus de terres. Et pire en plus, c'est que les mecs qui ont les plus de terres, ils gagnent pas plus d'argent que les autres. Donc il faudrait peut-être se remettre en question de ce côté là, à mon avis. C'est à dire qu'au bout d'un moment, si
plus tu as de terre en fermage et plus que ton exploitation a grossi, puis que tu gagnes toujours pas d'argent, ce serait peut-être bien de comprendre que c'est peut-être pas la solution de vouloir avoir plus de terrain, que la solution serait peut-être d'augmenter la rentabilité à l'hectare. Ce que j'essaye de montrer sur ma chaîne. On me dit souvent cite tes chiffres, le chiffre c'est pas compliqué, depuis que je suis passé en Semidirect, quoi que je sème, je suis autour des 400 € de l'hectare. Tout compris, hein, battage compris. Il n'y a que le maïs en silage où c'est un peu plus important, forcément, parce que je ne peux pas contrôler le coût de récolte d'une ensileuse, c'est en fonction des entrepreneurs qu'il y a aux alentours. Donc sur le maïs en silage, on doit monter autour des 50 € de l'hectare. Il faut payer l'ensilage, il faut payer la bâche, payer le tassage, etc., les bennes, etc. Mais sinon, si c'est du maïs grain, la plupart du temps, c'est moins de 400 € de l'hectare. Et l'année prochaine, je vais encore descendre, parce que au vu des attaques de limaces qu'on a eues ce dernier printemps et au vu des résultats que j'ai fait et que je vous filmerai à la moisson des variétés population, je pense que je vais passer à 100% en variété population. Et donc sur ces cultures-là, en maïs, on va passer à moins de 300 € de l'hectare, tout compris battage, fermage. Parce que je retirerai 200 € de semences tout simplement. Donc voilà, donc pour ceux qui voulaient des chiffres, en voilà. Donc de me dire justement, cette vidéo-là, elle est faite pour justement dire oui, tes cultures elles sont moches, tes cultures elles sont moches. Oui, si vous voulez, mais moi je sème pas mes cultures pour mes voisins. Je les sème même pas pour moi à la base. Mes cultures, je les sème pour nourrir mes animaux, donc sur la ferme, les vaches. Et en deuxième, pour moi, pour que ce soit une rentabilité économique, que le fait de semer des cultures s'inscrive dans une réalité économique. Et que dans un deuxième temps, oui, il y a des problématiques instantanées, que ce soit il faut tenir la parcelle plus ou moins propre, il faut qu'il y ait une densité de semis suffisamment importante, il faut que les cultures manquent le moins possible de nutriments, etc., d'engrais, etc. Ça, on est bien d'accord. Mais avant toute chose, ça s'inscrit dans une dynamique économique. Il y a au moins la moitié du milieu agricole qui ne se pose pas la question avant de semer. C'est-à-dire qu'on est au printemps ou on est à l'automne, il faut semer les cultures de printemps ou il faut semer les cultures d'automne. Mais personne ne se pose la question avant de sortir son tracteur et avant de tourner la clé de contact. Est-ce que je ne suis pas en train de bouffer de l'argent ce que je suis en train de faire? Et ça serait peut-être bien aujourd'hui de se poser la question, parce qu'à chaque fois qu'on tourne la clé, qu'on va dans les champs comme des fous travailler, on attend la récolte au moment où on a pris une veste ou même si on a fait des très bons rendements, que le prix se casse la gueule dans les marchés, on attend pour sortir, aller en manif et dire on n'a plus d'argent, c'est pas bien, vous vous foutez de notre gueule, alors qu'on le sait depuis le départ que le marché est contre nous. Mais on sait qu'en gros les instances au-dessus de nous vont tout faire pour casser les prix, pour faire de l'argent sur notre dos. Donc plutôt que de réinventer la roue chaque année et de se plaindre chaque année que les gens au-dessus de nous ont fait en sorte que le prix se casse la gueule, ce serait bien de réfléchir à comment ça n'arrive pas et avant de semer, pas une fois que la culture est semée. Ma démarche sur YouTube, elle est celle-là, de sortir de la flamboyance du matériel agricole, parce que cet été on a encore vu démo de la CR11, machin, des Fendt, des Transbo partout, alors qu'il n'y avait rien à récolter, ou quasi rien. C'était aussi pas en 2024 qu'il fallait faire des frais. Je l'avais assez expliqué automne et hiver dernier qu'il fallait se calmer sur les apports d'azote. Ça servait à rien d'aller mettre de l'engrais, de prendre des chenillettes, des quads à chenilles, des tracteurs à chenilles pour épandre l'engrais, parce que au vu des conditions de semis, c'est sûr qu'on n'allait pas faire peu importe technique, que ce soit labour, TCS ou Semidirect, c'est sûr qu'on n'allait pas faire des rendements extraordinaires. On m'avait dit si tu verras, toi tu vas faire 40 quintaux, puis nous on fera plus que toi, t'inquiète pas. J'ai des témoignages où j'en ai moins que moi avec des potentiels supérieurs. J'ai des témoignages de mecs dans le Nord, d'ailleurs bravo à eux pour ceux qui m'avaient dit que j'avais tort et qui sont revenus me voir, même s'ils sont pas beaucoup. Grosse remise en question finalement cette année, finalement ce que tu avais dit n'est peut-être pas si con que ça. Des mecs qui avaient des potentiels à 100 quintaux qui ont fait 35 dans le Nord. Moi j'ai des potentiels à 60-70 et j'ai fait 40. Le delta d'erreur est pas pareil. Et je le savais en ce moment, moi. C'est-à-dire que je me suis pas voilé la face. Elle dit ouais, tu sèmes du blé en décembre, t'es con, tu vas faire 40 quintaux. Oui, mais je le savais. Donc mon côté optimiste espérait faire 45-50. Bon, la réalité elle a fait qu'au final en blé j'ai fait 40. Mais c'est 40 d'un blé qui me coûte moins de 400 € de l'hectare. Tout compté, battage compris. C'est pas la même que quand vous avez mis 50 € de fuel pour implanter, payer le tracteur, payer les pièces d'usure de la charrue, payer les pièces d'usure de la herse rotative, le semoir, semence et compagnie. Moi c'était de la semence fermière, un coup de semoir plus le glypho, 50 € de l'hectare, tracteur tout compris, pulvé, main d'œuvre. Ensuite vous rajoutez l'azote en plus, le battage, le seul fongi que j'ai fait, puisqu'il y en a qui ont les 3 fongis, voire 4 passages d'azote, alors que nous on a fait que 2, 120 unités d'azote, tout compté. Donc oui, si on regarde par rapport à l'azote que j'ai mis et aux interventions que j'ai fait, faire 40 c'est nul. Par contre c'est économique. Il est là le problème, c'est que la majorité des gens ne s'occupent pas déjà de savoir si c'est réellement rentable de semer.
On me dit oui, tu comprends, j'ai des prêts à payer, donc il faut que je sème quoi qu'il arrive. Et au final, on se rend compte à la fin de la moisson qu'ils ont bouffé de l'argent, donc il aurait mieux fallu pas semer. Et ensuite, l'itinéraire technique, tout ce qui compte, c'est faire du résultat. Il faut faire du rendement, il faut faire du résultat. C'est faire du résultat pour bouffer toute sa marche, ça sert à rien. Donc voilà, donc on va conclure cette vidéo ici pour répondre à la question de oui, mais tes cultures, en gros, c'est moche tes cultures, ça fait pas de rendement, etc. Donc c'est pour répondre à ça. Et, le but, ça a toujours été sur cette chaîne déjà, d'avoir un système de culture au complet où on perd, surtout en 2024, l'objectif c'était de ne pas perdre d'argent parce qu'on savait qu'on n'allait pas faire des rendements extraordinaires. Que ce soit en blé ou en maïs, on savait que c'est... Voilà. On a eu la suppression de l'ICHN dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc soit on avait deux, avec mon père on avait deux solutions. Soit on continuait de les laisser en prairie, mais il n'y a plus d'ICHN, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ICHN, c'était une prime à l'hectare de prairie. Et en fait ça payait à peine le temps qu'on passait à faire les clôtures, à entretenir les haies, à amener l'eau aux vaches, à changer les vaches de champ, etc. Donc la prime a payé juste ce truc-là. Et donc soit on continuait à faire la même chose sans les primes. Sur ces parcelles-là où il y avait des prairies, on faisait une coupe de fois l'année, quoi, en gros, plus le pâturage. Donc soit on continuait à faire ça, soit on utilisait le semi-direct, la technique de semi-direct sous couvert, pour passer ces terres-là en culture. Parce que si ces terres-là étaient en prairie permanente, c'est qu'avec des outils du travail du sol, ça ne marchait pas. Ça a été essayé maintes et maintes fois avant. Donc si c'était pour continuer et persister à faire du travail du sol, pour au final faire 30-40 quintaux, parce que c'est ça qui se passe sur ces terres-là. On me dit oui, ça se voit, ça va faire 40 quintaux. Mais oui, je le sais. Je le sais même avant de semer. Et c'est calculé pour que ça ne perde pas d'argent. Par contre, c'est ces quintaux-là, vu que j'ai plus de primes pour ces hectares-là, autant les passer en prairie et essayer de faire des cultures. Et il y a malheureusement que en semi-direct sous couvert qu'on peut se permettre de faire ça, parce que c'est les coûts les plus bas d'implantation. Et le but, c'est majoritairement, dans les terres les plus humides, faire majoritairement des cultures de printemps, parce qu'il y a de l'eau, parce que ces parcelles-là sont humides. Et le but est de limiter les coûts un maximum, dans les années à venir, de semer des variétés population. Bon là, c'est pas une variété population, c'est le champ d'à côté. Je vous montrerai dans la vidéo qui suit celle-là, l'état des cultures là, pour encore une fois montrer la différence entre variété population, variété achetée, etc. Donc voilà, donc pour répondre à cette question-là, tout le temps, on me dit oui, mais ça fait pas de rendement, ça fait pas de résultat. Et justement, pour répondre, oui, alors c'est pas fait exprès de pas faire des résultats. On sait que sur la majorité des terres qui étaient en prairie, qui sont passées en culture, on ne fera pas des rendements extraordinaires. Et contrairement à ce que le laissent croire beaucoup de gars qui font du semi-direct depuis longtemps, ou en tout cas des gens qui sont convaincus par la technique, en général ils ont un peu tendance à survendre le truc, et quand les mecs essayent, ils sont déçus parce que ils ont oublié de préciser que les premières années, ça reste, même si on a pas mal de connaissances et que les connaissances ont nettement évolué par rapport à quand les mecs ont essayé dans les années 90, c'est quand même beaucoup mieux aujourd'hui. Mais quand un sol est dégradé ou qu'on part de zéro, pour s'équiper correctement à moindre frais en semoir de semi-direct, ça reste quand même, le prix monte, donc il faut quand même trouver le bon semoir, etc. Il y en a aussi qui confondent ce que c'est du semi-direct. Là aussi ça biaise encore une fois tout le monde, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui pensent que parce qu'on passe en un passage c'est du semi-direct. Donc il y en a qui appellent du semi-direct ce qui n'en est pas, parce qu'il y a un passage d'outils, pas parce que vous semez en un passage que c'est du semi-direct. Donc tout le monde est un peu biaisé dans ce truc-là. Tout le monde appelle il y en a beaucoup qui appellent du semi-direct quelque chose qui n'en est pas. Et donc il va falloir, c'est pour ça que je fais ces vidéos là, pour montrer, pour remettre en gros les points sur les i, les barres sur les t, comme disent certains. Le semi-direct c'est un passage de semoir, et il faut que le semoir il travaille pas le sol. Un disque ouvreur ou une dent, une roue de rappui, terminé. Et le but c'est que le sol fasse le reste. Et donc quand on fait ça, l'humain est toujours impatient, alors que la nature elle a le temps, et construire du sol ça prend du temps. Donc voilà, donc mes cultures sont faites pour nourrir principalement mon élevage et pour être économique. Et donc voici le contexte de mon exploitation, c'est qu'il y a des primes qui s'en vont, il faut prendre des décisions pour continuer à produire et maintenir la ferme tout simplement. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo là vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner. À la prochaine tout le monde, salut.